Le livre dont nous allons faire la chronique aujourd'hui se nomme « Pour en finir avec la repentance coloniale » de Daniel Lefebvre. Commençons tout de suite par le superflu. Alors disons-le d'emblée, Daniel Lefebvre ce n'est pas un rigolo de kermesse. Daniel Lefebvre ce n'est pas un odieux personnage d'extrême droite cocardier, assoiffé de sang africain. Loin de là. Daniel Lefebvre est un historien, plutôt de gauche, et plutôt amoureux de l'Algérie. Oui, en effet, le livre traite surtout de l'Algérie. Ce livre, justement, balaie les idées reçues issues de la gauche antiraciste. Des idées reçues qui persistent, mais qu'il démonte une à une, soigneusement, tel un travailleur d'orfèvre, à travers un travail historique rigoureux, maîtrisé et sourcé. Il va s'attaquer à 4 idées reçues. Les 4, nous allons en parler et nous allons voir de quelle façon il les démonte. Pour terminer avec ce superflu, lisons un petit bout de l'introduction. Vous allez comprendre tout de suite le ton. 2 années durant, le monde a mené une véritable campagne d'opinion dont c'est une donnait le ton. La France face à ses crimes en Algérie. Comment juger nos crimes en Algérie? L'entreprise change alors de dimension. Elle alimente une campagne de dénigrement de la France et des Français eux-mêmes. En accusant son passé, c'est la République, ses valeurs et ses institutions que l'on cherche à atteindre dans le but, avoué ou non, d'en saper les fondements. Ainsi, le discours sur la persécution dont l'islam aurait été la victime pendant la période coloniale n'a de sens que parce qu'il permet de présenter la loi sur le voile comme le prolongement du sectarisme colonial. On crée de toutes pièces un continuum islamophobe qui n'a jamais existé. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Dans son livre, Daniel Lefebvre rétablit la vérité à propos de l'Algérie. Nous avons répertorié 4 idées reçues qui circulent et contre lesquelles Daniel Lefebvre se bat. La première idée reçue, c'est l'idée selon laquelle la France aurait commis un génocide en Algérie. Pour ce faire, les partisans de cette thèse vont utiliser diverses malversations historiques pour travestir la réalité et pour faire passer la perte démographique algérienne, car il y a bel et bien eu une perte démographique algérienne, la faire passer donc en génocide. La première des techniques utilisées par les historiens de gauche, c'est de multiplier par 10 le nombre de morts. On considère donc qu'un mort français égale 10 morts algériens. On part du principe que la France est supérieure techniquement, au niveau de l'armée, industriellement, etc. Et donc cela expliquerait de multiplier par 10 le nombre de morts. Mais ça ne tient pas pour une raison simple, c'est que la guerre d'Algérie, dès son initiale, est une guerre de guérilla. Une guerre de guérilla qui nivelle les forces. C'est pas une guerre de front comme la Première Guerre mondiale. Par exemple, à la bataille d'Ichériden, on a un rapport de 1 à 1,5 morts, c'est-à-dire 1 mort français pour 1,5 morts kabyles. La deuxième technique utilisée, non plus ne repose sur aucun fondement, aucun concept. On va multiplier par 15 les morts en hôpital. C'est-à-dire 1 mort français en hôpital égale 15 morts algériens en hôpital. Mais c'est oublier bien vite que les Français mouraient en raison d'une tension guerrière constante, une espèce de stress, en raison des guérillas justement que nous avons évoquées. Les Français mouraient aussi d'insolation, de choléra, de typhus et de suicide, toujours en raison de ces combats bien particuliers. Toutes ces morts-là sont plutôt rares chez les Kabyles. Autre malversation utilisée par Kamel Kateb, un de ces historiens islamo-gauchistes, c'est d'ajouter les morts indirectes causées par les guerres entre les tribus africaines elles-mêmes. On va les mettre sur le dos de l'armée française. Alors il n'y a pas eu de génocide créé par la France. Les Algériens étaient tout aussi violents et leur comportement particulièrement inhumain. Par exemple, à la page 41,
Je vais vous lire un passage. Or, dès les débuts de la conquête, le comportement des guerriers algériens fait l'objet de dénonciations sévères de la part des Français, qui ne peuvent le qualifier autrement que de barbare. Pélissier de Reynaud, si compréhensif d'ordinaire à l'égard des Algériens, assure pourtant qu'ils ne font jamais de prisonniers et qu'à quelques rares exceptions près, ils égorgent tout ce qui leur tombe sous les mains. Même constat dans les récits de Kabylie d'Émile Carré, à propos, cette fois, des Kabyles. C'est leur coutume sauvage d'achever tout blessé et d'emporter sa dépouille comme un trophée de victoire. En vue d'une veste d'uniforme à conquérir, le Kabyle ne connaît ni pitié, ni danger. Pélissier de Reynaud salue d'ailleurs comme une amélioration dans les mœurs arabes qui doit être remarquée qu'en décembre 1835, pour la première fois, les Adjoutes introduisirent dans la guerre un principe d'humanité jusqu'alors méconnu des Arabes dans leur démêlés avec nous. Ils firent des prisonniers. Alors s'il y a bien eu des mauvais comportements français, par exemple à travers les enfumages, il n'y a pas eu de génocide orchestré, c'est assez certain. C'est vrai qu'il y a eu 4 ou 5 enfumages scandaleux et plutôt inhumains par l'armée française. Mais ils furent exécutés après de longues heures de négociations. Par exemple, le capitaine Jouvencourt, en train de négocier, a été tué devant sa grotte. Et ces affaires des grottes ont toujours été débattues en France et ont même été pointées du doigt par la presse particulièrement indignée. Alors comment expliquer l'effondrement de la population algérienne de plus de 800 000 personnes entre 1830 et 1870? Car c'est un fait indéniable. Une seule et unique raison. Des famines inimaginables. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Afrique du Nord au XVIIIe siècle et au XIXe siècle est une terre de maladies. Le choléra, le typhus, la dysenterie. À cela vont s'ajouter des invasions de sauterelles, ainsi que des hivers rigoureux mêlés au ramadan, comme en 1837. Ainsi qu'une économie traditionnelle qui n'est pas préparée à l'économie de marché, importée par la France. Alors contre ces famines qui font des dégâts considérables, la France agit. Elle qui envoyait pour 4 500 francs de céréales en 1864, elle va en envoyer pour plus de 13 millions en 1868, c'est-à-dire 3000 fois plus. Au même moment que l'Algérie, le Maroc est lui aussi victime de terribles famines et perd plus de 500 000 habitants. Ce qui est ironique, c'est que l'on fait pointer du doigt la France pour un génocide qu'elle n'a pas commis et on ferme les yeux sur la France qui commet un génocide ailleurs. C'est ce que rappelle Daniel Lefebvre. En effet, un vrai génocide eut lieu quelques dizaines d'années auparavant. Un génocide orchestré par la République contre les classes laborieuses catholiques vendéennes. Tout cela n'émeut personne, encore aujourd'hui. Des vrais razzias orchestrés et pensés. Une volonté d'affamer le peuple. Des dégâts monstrueux, une population non éduquée, sale et attardée à l'école en 1880 encore. Et une violence indicible. Lisons un passage. Et l'horreur est sans limite. En mars 1793, à La Rochelle, des sans-culottes hommes et femmes se saisissent de prêtres réfractaires prisonniers, les lynchent, les éventrent et les démembrent, puis se promènent dans la ville en arborant des restes humains, têtes, organes internes, testicules. L'idée reçue numéro 2, la France a connu son essor économique grâce aux colonies. Rien n'est plus faux. Nous allons le démontrer à travers 8 preuves. La première et la plus évidente, la balance commerciale française avec l'Algérie est déficitaire de 1885 à 1953. La deuxième preuve, pour être une nation prépondérante à l'époque, il fallait obligatoirement jouir des ressources suivantes. Regardons si les colonies les fournissent. La première, c'est le charbon. La France l'importe de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne. Pire, la France doit en acheter plus pour nourrir ses colonies. La deuxième, c'est le coton. Malgré les subventions de l'État français, le coton algérien, puis soudanais, puis nigérien n'a fourni la France que de manière
véritablement minime, entre 0,1 et 10%. La troisième, c'est la laine. La France se fournit en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Les colonies fournissent entre 3,8 et 0,8% suivant les époques. La quatrième, c'est la soie. La France se fournit en Chine. Les colonies apportent entre 0 et 3% suivant les époques. La preuve numéro 3. La France se fournit en produits agricoles auprès de ses colonies. Cacao, arachides, fruits, etc. Mais elle paie ses produits plus chers que sur le marché mondial pour pouvoir soutenir cette agriculture. Selon le ministère des Finances de Michel Debré, au moment de l'indépendance de l'Algérie, la France payait ses produits 68% plus chers que si elle les avait achetés en Italie ou ailleurs. Cette remarque est valable pour toutes les colonies d'ailleurs, que ce soit en Afrique subsaharienne ou bien en Indochine avec le caoutchouc. La preuve numéro 4. La France est obligée d'acheter les produits de ses colonies, nous l'avons dit, même si elle n'en a pas besoin. Donc elle les paie plus cher et voit son marché intérieur saturé. Exemple avec le vin venu d'Algérie. La preuve numéro 5. Les colonies sont absolument déficitaires et vivent à découvert. C'est donc l'État de la métropole qui assure les fins de mois. Preuve numéro 6. Au niveau privé, et contrairement à une idée reçue vraiment stagnante, même dans les milieux nationalistes d'ailleurs, l'enrichissement des entreprises privées est loin d'être garanti. Environ un tiers font faillite. Preuve numéro 7. La France est parmi les dernières nations de l'OCDE en termes de croissance avant 1962. Après 1962, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Algérie, la France ne quittera jamais le trio de tête. Enfin, preuve numéro 8. Le gouvernement français, dans le but de soutenir l'Algérie, impose à toutes ses entreprises nationales, et rappelez-vous, à l'époque, il y a beaucoup d'entreprises nationales, d'acheter le pétrole algérien, un pétrole impossible à écouler ailleurs. Et de plus, à un prix supérieur au marché mondial. L'Algérie dépendra donc des achats de la France, et ce, même après son indépendance. Idée reçue numéro 3 est peut-être la plus tenace. Les Africains ont reconstruit la France. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui peuvent croire en cette contre-vérité. Respectons la chronologie. Après la Première Guerre mondiale, la France fut reconstruite par ces hommes de la métropole et des immigrés européens, italiens, polonais et belges la plupart. Très peu d'Africains en métropole à cette époque. Avec la crise des années 30, des lois visant la préférence nationale sont établies, poussant des Polonais à retourner chez eux, par exemple. Alors des Polonais retournent chez eux, mais les Algériens étant français ne sont pas concernés par ces lois. Certes, même s'ils demeurent peu nombreux sur le territoire, c'est-à-dire en métropole, ils sont plus touchés par le chômage que les Français de la métropole, en raison de leur manque de qualification principalement. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 5-6 ans, la France s'est fièrement redressée et rétablie après un travail considérable. En 1951, 150 000 Algériens sont présents en France, soit 1% de la population active. Donc ce ne sont pas ces 1%-là qui ont reconstruit la France. Par la suite, si l'on désire respecter une certaine honnêteté intellectuelle, soyons honnêtes donc, les entreprises françaises ne sont pas très friandes des employés africains dont le rendement laisse à désirer. Les exemples pullulent, surtout dans les mines. On essaye de ne pas les prendre. Alors, comment expliquer la présence croissante d'Algériens en métropole à partir du milieu des années 50 ? Premièrement, l'Algérie n'a pas développé les structures adéquates pour faire face à une augmentation importante de sa population. Oui, parce qu'il y a un véritable boom démographique en Algérie. Deuxièmement, l'Algérie se paupérise. Le chômage y est endémique. Les Algériens sont en mauvaise santé. Exemple, en 1958, seulement 65% des Algériens sont déclarés aptes au service militaire. La seule solution, offrir du travail aux Algériens dans la métropole, et le gouvernement pousse les entreprises françaises à embaucher des Algériens au nom de la préférence nationale. Je le répète. Le gouvernement français pousse les entreprises françaises à embaucher des Algériens au nom de la préférence nationale.
On est loin du racisme d'État, là. Hein. Pire, et là nous frisons l'ironie malsaine. Après l'indépendance de l'Algérie, Bouteflika, qui est alors ministre des Affaires étrangères, pousse encore pour que la France accueille de plus en plus, encore et encore, des Algériens. On parle d'environ 50 000 ouvriers entre 1967 et 1975, 50 000 ouvriers par an. Enfin, terminons par l'idée reçue numéro 4, peut-être la plus courte. La France a maltraité les Algériens présents sur son sol. L'auteur prouve que la surveillance policière envers les Algériens était très exagérée. On parle ici de 30 fonctionnaires pour 60 000 Algériens en 1933, en métropole. On ne peut pas parler d'oppression. De plus, si on construit la grande mosquée, ou si on construit l'hôpital pour les musulmans, on ne peut pas vraiment parler non plus de maltraitance. Surtout, jamais l'immigration coloniale n'a subi les violences populaires subies par les Italiens ou par les Polonais à l'époque. Il y a toute une littérature à ce sujet. L'auteur rappelle de nombreux faits de xénophobie à leur égard. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. Beaucoup de choses à dire. Reprenons d'abord l'histoire de cette guerre d'Algérie. Et commençons aussi par évoquer une famille, la famille Bakri. Pardonnez d'emblée les petites insertions cinématographiques, certes faciles mais véritablement trop tentantes. Cette famille Bakri, donc, elle est indissociable du début de la guerre d'Algérie. Il y a comme un air de famille. Les Bakri, ce sont des maranes virés d'Espagne par Isabelle la catholique et installés à Livourne, en Italie. Livourne qui a longtemps été un fief communiste. Est-ce un hasard ? Ouvrons la parenthèse, ouvrons la parenthèse, ouvrons la parenthèse. Au bout du compte, ils furent virés d'Espagne non pas en raison de leur judéité comme le suggère la propagande ambiante tenace, mais parce qu'ils avaient pactisé, conspiré avec l'ennemi envahisseur, les musulmans. Toujours ce double jeu ancré. Hein. On connaît la chanson. Fermons la parenthèse, fermons la parenthèse, fermons la parenthèse. Joseph Cohen Bakri crée donc un comptoir de commerce en Algérie quelques siècles plus tard. À la suite de la Révolution française, la République naissante, en manque de blé, sera approvisionnée par ce comptoir algérien des Bakri. Problème, la France ne paie pas. Elle doit 2 millions de francs, qui vont très vite se transformer en 7 millions de francs, pour une raison simple. Notre Joseph Cohen Bakri fournira les troupes de Napoléon en vivres durant ses différentes campagnes. Mais ce n'est pas du goût des autres. Les fournisseurs algériens attendent leur argent et le dé d'Alger aussi. Talleyrand, l'homme des Bakri, règle la moitié de la note. Seulement, avec des taux usuraires exorbitants de la part des Bakri, la dette s'élève très vite de 14 millions en 1826. Et là, parlez-moi de la pluie. Ces derniers poussent le Dey à protester publiquement, ce qui provoquera l'incident diplomatique du chasse-mouche si connu, puis donc provoquera le débarquement français en 1830. Ayons cependant en tête certaines évidences au sujet de ce qu'était l'Algérie avant l'arrivée française. Appréhender ou considérer l'Algérie comme un État-nation en 1830 n'a strictement aucun sens. En effet, tous les centres décisionnels, qu'ils soient politiques ou économiques, ou même tout ce qui est culturel, tout cela est happé par la Tunisie et par le Maroc. La ville d'Alger, certes, jouissait d'une indéniable indépendance économique, mais elle n'a jamais été le moteur du reste du territoire. C'était une sorte de régence fondée en 1587 par les Turcs, une sorte d'État autonome au cœur de l'Empire ottoman. En clair, il n'y a pas d'unité territoriale algérienne. La ville d'Alger, deuxièmement, elle vit de la course. Vivre de la course, ça signifie vivre de la piraterie. Les Algérois s'accaparent les hommes et les marchandises. Par exemple, en 1816, les Anglo-Hollandais réaliseront une expédition dans le but de libérer 3000 chrétiens détenus et destinés à être vendus en tant qu'esclaves. Troisième point et troisième évidence sur ce qu'était l'Algérie avant l'arrivée de la France. Quand la France donne le nom d'Algérie à cette partie du nord de l'Afrique, cette partie qu'elle conquiert,
le territoire en question est 10 fois plus grand que celui du Dey Hussein. Dans ce débarquement français, c'est tout l'étendard de la puissance maçonnique française de l'époque qui s'exprime, qui s'exhale. Les francs-maçons disent même prendre possession de la terre barbaresque au nom de la civilisation, de la tolérance et du progrès. Citation. La première loge maçonnique, en 1831, celle de Sirius. En 1832, le Grand Orient de France s'installe en Algérie. Et comme vous le savez sûrement, sinon vous l'apprenez tout de suite, cette conquête de l'Algérie franc-maçonne est réalisée sous la Restauration, sous Charles X. Et la mentalité de cette époque est de facto anti-catholique. L'idée est bel et bien de couper tout développement du catholicisme en Afrique du Nord au nom de la laïcité maçonnique, évidemment. Ok, alors, la laïcité est mise en avant, mais qu'advint-il de l'islam ? Puisque les francs-maçons cherchent à imposer une laïcité en Afrique du Nord, l'islam devrait souffrir, lutter pour sa survie, commettre des attentats face aux hérétiques français qui imposent une laïcité. Eh bien non. L'islam va même prospérer et s'imposer comme la religion dominante. À cela, deux remarques s'imposent pour comprendre notre monde d'aujourd'hui. La première est la plus évidente. Rappelons que la laïcité, à travers cet exemple, encore et toujours, la laïcité n'est pas une arme anti-islam, comme nous le lisons trop souvent. La laïcité est ce qui permet l'islam. Ça, c'est pour tous les énervés qui brandissent le concept de laïcité en France. La laïcité est un concept anti-catholique et va mettre en avant tout ce qui nuit ou tout ce qui va à l'encontre du catholicisme. Deuxième remarque. L'histoire de l'Algérie ne doit jamais nous faire tromper d'ennemis. L'ennemi principal, ce sont les idées maçonniques et leurs serviteurs. En 1865, Napoléon III donne la nationalité française aux musulmans qui, pour la grande majorité, ne la saisiront pas. Devenir français, pour eux, ça signifiait apostasier l'islam. Et finalement, en 1944, la République offre la citoyenneté à tous les musulmans qui conservent en plus leur statut personnel coranique. Il me semble que tout est dit. Évoquons maintenant la période la plus sanglante, celle de la guerre d'Algérie à proprement parler, c'est-à-dire celle de 1950, la plus proche de nous. Sujet non abordé par M. Lefebvre dans son livre. Transportons-nous donc en 1950, époque où deux populations coexistent en Algérie, deux populations séparées par un fossé inimaginable. D'un côté, nous avons les Européens au nombre de 900 000. Bon, dire Européens pour ceux qui ont obtenu la citoyenneté à travers le décret Crémieux, cela relève un peu de la synecdote, mais bon. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, évidemment, les colons français qui subsistent et des descendants d'immigrés espagnols, italiens ou maltais. Ils sont citadins et possèdent les droits de nationalité et de citoyenneté. En face d'eux, ou à côté d'eux, ou d'un autre côté, peu importe, 8 millions de musulmans, ruraux, sous-équipés car loin des centres culturels et décisionnaires urbains. L'insurrection éclate en 1954. La France d'emblée le revendique, elle veut garder l'Algérie. « L'Algérie, c'est la France !» affirme de manière péremptoire Mitterrand. La stratégie française, mettre la population autochtone de son côté, à travers le travail des SAS, les sections administratives spéciales. La stratégie du FLN, elle est tout autre. Elle est même à l'opposé. Elle est de creuser le fossé entre les communautés, les faire se détester les unes les autres. De 1955 à 1957, 50 Européens sont tués chaque mois. Mais leur tactique ne prend pas. Alors les membres du FLN pratiquent la terreur sur les musulmans. C'est-à-dire les musulmans qui vont s'opposer à eux. C'est-à-dire les musulmans qui ont une personnalité plus affirmée, des postes plus importants, comme des notables, ou des anciens combattants, ou même des caïds. Résultat, 4 à 16 musulmans sont tués par jour entre 1955 et 1956.
Nous renvoyons à la revue Algérie médicale de 1957 pour un compte-rendu des atrocités. D'ailleurs, Karim Belkacem, leader de l'ALN, l'ALN c'est la branche militaire du FLN, il le revendique. Une nouvelle recrue doit assassiner au moins un colonialiste et un traître reconnu. Par ailleurs, le FLN s'exerce avec le terrorisme crasse et aveugle. Il frappe partout, dans les stades, dans les cinémas, dans les bus, totalement à l'aveuglette, peu importe qui prend en fait. Des centaines d'attentats. Là, ça devient la folie. Le général Massu est nommé par le gouvernement français. Finalement, après de longs mois, le général Massu et les parachutistes remonteront les filiales, arrêteront les chefs et feront cesser les attentats en 1957. Certainement, ils vont utiliser, à certains moments, et ils vont avoir eu recours à la torture. Mais, je vais vous lire un passage. Donc les généraux, en 490 généraux, vont déclarer ceci. S'il y eut des dérives, elles furent marginales et en contradiction même avec les méthodes voulues et les objectifs poursuivis par la France et son armée. Alors que c'est au nom de leurs principes de guerre que les terroristes et même les combattants du FLN mutilaient et massacraient par l'attentat et l'assassinat femmes, enfants et populations civiles, tant algériennes qu'européennes. Mais le tabou du FLN, le tabou ultime, le tabou qui subsiste encore de nos jours, c'est celui de la guerre algéro-algérienne. Tout cela est méconnu et nous devons mettre la lumière là-dessus. D'autres groupes indépendantistes existaient. La plupart étaient plus modérés et moins sauvages. Mais tous subirent les foudres du FLN qui voulut apparaître comme le seul et unique parti révolutionnaire. 16 000 musulmans affiliés aux partis rivaux seront tués. C'est le même topo en France métropolitaine, où le FLN vise les Algériens installés, leur réclamant une cotisation, une sorte d'impôt de guerre qui pourrait les financer pour continuer la guérilla, le terrorisme. Peu importe de la manière dont on l'appelle. Punissant les consommateurs d'alcool d'ailleurs, ou punissant ceux qui avaient marié une Française, ou encore punissant ceux qui faisaient appel à un tribunal français, ce qui était contraire à l'idéologie ou à la pensée musulmane. C'est dans cette ambiance délétère, ce climat infect, qu'arriva le 17 octobre 1961 de triste mémoire. Ce jour où les Français sont apparus et apparaissent encore comme des implacables sanguinaires. Détaillons ce qu'il s'est réellement passé. Ce n'est pas aussi binaire. Une manifestation a été lancée en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement français. Ce couvre-feu va à l'encontre du FLN parce que c'est la nuit que le FLN se rendait chez les particuliers pour récolter son impôt, ses cotisations. Il lance donc l'idée de manifestation. À cette époque, 9 policiers venaient d'être tués dans des attentats quelques semaines auparavant. La tension était à son comble. Les policiers aussi ont été prévenus seulement le matin de la manifestation. Et ils sont trop peu. Ils sont sur leur garde. Ils doivent faire face à 30 000 manifestants, nous l'avons dit. Et eux, ils sont un peu plus de 1500. En effet, il y aura des morts, mais beaucoup moins que ce que l'anti-France médiatique prétend. Entre 13 et 30 morts, selon certaines sources, dont certains ont été tués par le FLN avant et mis sur le dos de la police. Nous arrivons à la fin de la guerre d'Algérie. Beaucoup de choses se sont passées. En 1958, De Gaulle arrive au pouvoir. Il ne veut pas de l'Algérie française. Il ne croit pas en l'intégration des musulmans et de surcroît, il rêve d'une France en grande puissance mondiale. Vous savez, c'est l'idée de troisième voie au moment de la guerre froide. Et si l'on suit cette idée, l'Algérie le ralentirait. Donc en 1962, l'indépendance de l'Algérie est effective. À partir de là commenceront les massacres contre les Harkis. La violence de l'OAS aussi. Les Harkis ont été abandonnés par la France.
Nous pouvons même aller plus loin. L'Algérie fut livrée à des terroristes. Perfide dira, à propos de Gaulle, que celui-ci fit preuve d'une inutile cruauté. À ce stade donc, nous pouvons dresser un bilan de la guerre d'Algérie. 2 grands axes se dégagent. Le premier, la France gagne la guerre mais livre l'indépendance et le Sahara au FLN. Le Sahara, c'est quelque chose d'important. Parce que le Sahara, à la fin de la guerre, il a été attribué à l'Algérie alors qu'il ne leur avait jamais appartenu. Un Sahara riche en hydrocarbures donc, gaz et pétrole, et en état d'exploitation immédiat. D'ailleurs, vous connaissez la petite histoire avec Nasser, le dirigeant égyptien. Celui-ci un jour se rend en visite en Algérie en 1964 et, demeurant incrédule, regarda Ben Bella et lui déclara « Pas possible qu'il t'ait laissé ça ». Le deuxième grand axe, nous allons commencer par une petite déclaration, une petite citation, celle de Ferhat Abbas, un des premiers indépendantistes, mais non affilié au FLN. Il dit « Nous sommes fils d'un monde nouveau, né de l'esprit et de l'effort français. » Eh bien, c'est l'idéologie totalement différente et totalement opposée à celle du FLN et donc de l'Algérie jusqu'à maintenant. L'Algérie idéologiquement ne tient que par le mythe de l'indépendance sous le prisme de l'anti-France, développé par le FLN. D'ailleurs, la plupart des dirigeants du FLN vont sortir du bois au moment de l'indépendance en 1962 et revenir en Algérie glorieusement alors qu'ils se trouvaient au Maroc ou en Tunisie. Leur idéologie est assez simple, Harki égale collabo, France égale génocide égale nazi. Ce concept de l'anti-France donc trouve son écho en France et son raisonnement au sein de la gauche médiatico-culturelle anti-française. C'est pour ça qu'il fut populaire. Pour conclure, et c'est peut-être l'idée la plus importante, ce livre est de salubrité publique pour la société française. Pourquoi ? Car c'est un livre qui inverse la tendance. Il met la responsabilité sur les bonnes épaules. Le français maghrébin a toujours eu réponse à tout pour justifier sa non-intégration, sa volonté de non-intégration, ou pour justifier son tribalisme exacerbé, surjoué par le « tout sauf français » depuis les années 80. Nous avons eu droit au racisme, plus personne n'y croit. Nous avons eu droit au ghetto institutionnalisé. Mais quand on sait que la France met plus d'argent dans les banlieues que dans la Creuse ou la Corrèze, cela ne tient plus. Donc nous avons eu droit à toutes les accusations contre les Français responsables de tout. Et les Français maghrébins ont toujours eu des excuses et ont toujours brandi cet argument ultime. Vous nous avez colonisés, sous-entendu, j'ai le droit de ne pas m'intégrer, de détester ton pays et de mal m'y comporter. Ça leur permettait d'acheter une conscience. Puisque personne n'aime bien se comporter. Mais là, en trafiquant l'histoire, on peut s'expliquer et se pardonner le fait de ne pas s'insérer ou de ne pas bien se comporter en France. Mais avec ce livre, cet argument ultime tombe et fait pchit, comme dirait l'homme du bruit et des odeurs. Cela permet de mettre le Maghrébin face à ses responsabilités, face à ses choix. Et cela veut dire une chose. Maintenant, si tu te comportes mal en France ou si tu n'aimes pas ce pays, c'est parce que tu l'as décidé et ta conscience ne pourra pas t'aider. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée.